Salut, ici Maps. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir sur ma chaîne Samuel Champagne. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Fait qu'aujourd'hui, on va discuter. J'aime beaucoup ça, parler avec les auteurs d'un peu tout ce qu'ils ont écrit. Puis j'aime ça partir en ordre chronologique. Donc, on va partir de ton enfance. J'aimerais ça savoir, c'était quoi ta relation avec la lecture dans ton enfance? Comme pour la majorité des auteurs, je suppose, la lecture, c'était vraiment un échappatoire, moyen d'expérimenter, de vivre des vies un peu parallèles, des choses que moi, je ne vivais pas. Là. Je veux dire, je viens de la Rive-Sud, dans un petit coin tranquille, je vivais qu'avec ma mère. Fait que des fois, juste une famille nucléaire avec papa, maman, frères et sœurs, c'était quelque chose de totalement différent pour moi. Fait que disons que je trouvais mon compte à plusieurs endroits. Là. C'était vraiment ça quand j'étais jeune, plus jeune, là, avant l'adolescence, là, le truc que je trouvais vraiment de la littérature, là, puis qui me ramenait sans cesse à la bibliothèque. Qu'est-ce que tu lisais dans ces années-là? N'importe quoi. OK. N'importe quoi. J'habitais vraiment proche de la bibliothèque aussi, là, fait que j'étais tout le temps rendu là. Je lisais des trucs aussi random que des oui-oui. Et puis des bandes dessinées, n'importe quoi. N'importe quoi, à un point tel que je devais avoir 10 11 ans quand on m'a donné l'autorisation d'aller prendre des livres dans la catégorie adulte de la bibliothèque parce que justement, j'étais là, puis ma mère leur faisait des biscuits. C'était rendu à ce point-là où est-ce qu'elle était comme, il va falloir que je les rémunère parce qu'ils gardent tout le temps. Voilà, n'importe quoi. Il n'y avait pas de limite. Est-ce que l'écriture aussi faisait partie de ta vie déjà à cet âge-là ou c'est arrivé un petit peu après? Je pense que c'est arrivé un petit peu plus tard. Euh, je veux dire, j'ai toujours été assez bon en français, écrit, puis tout ça, donc j'avais pas de difficulté. Donc c'était quand même assez facile de faire des textes et tout ça, mais j'avais peut-être pas vu encore, justement, plus au primaire, l'intérêt ou la possibilité d'écrire des livres au complet, puis que ces livres-là soient lus, puis tout ça. J'avais comme pas compris que il pouvait y avoir des gens comme moi qui allaient vouloir lire ce que j'allais écrire. Je n'étais pas encore rendu là, je pense. J'ai des textes encore, là. Ben, ma mère regardait des textes où est-ce qu'il y a des productions écrites où c'est écrit moufette avec 3 F, puis des affaires comme ça, puis je les relis, je me dis, ouais, t'avais pas conscience de quelque chose à ce moment-là. Okay. Le premier roman que tu as publié, c'était en 2013. C'est Mm-hmm. Recrue qui a été publié en premier, qui est le tabou numéro 16. C'est quoi le processus qui est autour de ce roman-là, le processus d'écriture puis de publication? Tabou, en fait, Recrue a une histoire vraiment spéciale dans Tabou. Puis en général, dans mon parcours, c'est le texte que j'ai écrit avec ma maîtrise. J'ai fait une maîtrise en recherche-création, donc une partie recherche de 30 40 pages, tout dépendant des universités, là, mais pour mon université, l'Université de Montréal, c'était ça. Puis un texte création. Et puis au départ, ma maîtrise était supposée porter sur la Deuxième, Troisième République et Jules Vallès, en tout cas un truc historique là. C'était supposé être ça le but. J'ai fait un cours d'écriture dans le cheminement académique de la maîtrise et puis j'ai écrit un texte puis tout le monde me disait ah il y a un sous-texte homosexuel dedans. Tu sais, les deux personnages, même si c'était deux jeunes enfants, c'était comme ah on dirait qu'on sent un lien entre les deux. Tu sais, bon, puis je me suis rendu compte que tous mes écrits avaient ce sous-texte-là depuis extrêmement longtemps, que ce soit deux filles à l'intérieur du texte ou deux garçons, même sans que ce soit nommé. Et là, j'ai fait une petite réflexion en me disant, finalement, c'est peut-être ça qui m'intéresse plus. Donc, comme il restait 6 mois avant le dépôt de mon projet, puis j'ai dit à mon prof, ben, coucou, on va changer de thématique. Donc, j'ai fait ça du tout. Fait que c'est un texte que j'ai écrit en 5 6 semaines, 8 semaines, Wow! gros maximum. Puis après, ben là, c'est sûr qu'on ne propose pas la même chose à un comité d'évaluation de maîtrise qu'à une maison d'édition. Donc, des adultes et l'objectif, c'est que ce soit des adolescents qui lisent. Fait que j'ai modifié, j'ai travaillé le texte, je l'ai envoyé un vendredi et puis j'ai reçu un courriel le lundi, un appel le lundi. On attendait un texte sur l'homosexualité masculine dans Tabou, pour Tabou, en fait. Donc, on va se rencontrer et on va en jaser. Ça a pris 2 jours. Fait que ce texte-là a eu comme
a failli ne pas voir le jour dans ce contexte-là. Puis, Mhm. il a failli pas avoir sa place non plus dans Tabou. Si quelqu'un d'autre avait proposé un texte, il n'aurait pas publié un deuxième aussi rapidement. C'est un petit miraculé à plusieurs égards. Ben oui, les astres étaient alignés pour ce Oui, vraiment. roman-là. Ouais, ouais, vraiment. Puis, assez rapidement, en 2014, tu as publié Garçon manqué, toujours chez Tabou. Ouais. Et en 2015, Eloac, qui est la suite. Là. Puis là, dans cette, je vais l'appeler une duologie, là, dans cette duologie-là, il y a le cheminement d'un garçon trans. Comment a été la réception de ces romans-là à l'époque, là, qui est quand même pas aujourd'hui? Oui. Ben, pour la maison d'édition, c'était porte ouverte. Quand j'ai proposé ce sujet, ils ont dit ah, OK, on verra ce que ça donne, on va y travailler, puis vas-y, sans problème, même si quand ça a été quand même un bon saut dans le vide. Chaque publication pour une maison d'édition est un peu, ben, c'est une prise de risque là, Mhm. pour la majorité des auteurs. C'est sûr qu'on parle des auteurs qui ont comme une carrière très, très bien établie. Mais les nouveaux auteurs, tout ça, c'est une grosse prise de risque, mais c'est encore plus une prise de risque parce qu'il n'y avait rien. C'est de la fiction pour adolescents sur cette thématique-là. Garçon manqué, c'est le premier. Ça n'existait pas avant. Mhm. Au Québec, en tout cas. Et donc, c'est sûr que il y avait cette crainte-là de mon côté. Je me disais, bon, qu'est-ce que les bibliothèques vont vouloir l'avoir? Est-ce que les écoles vont vouloir l'avoir? Qu'est-ce qui va se passer? Mettons, je sais pas, moi, chez Renaud Bré. Les tabous étaient toujours à l'avant, puis sur les petits cubes, puis tout ça. Est-ce que lui va être sur un petit cube? Est-ce qu'il n'y aura pas sa place? J'ai su que par la suite, il y a certaines librairies qui ne voulaient pas le mettre à l'avant, puis tout ça. Mais dans la majorité des cas, apparemment, de ce que j'ai su, des personnes qui vont en parler, ça a toujours été comme super valorisé, puis discuté, puis tout ça. Puis ça s'est retrouvé dans les écoles, et puis ça a super bien été. Garçon manqué a gagné un prix aussi, remis par l'AQPF, ANEL, donc c'est l'Association des professeurs de français, puis l'Association des éditeurs de livres. Donc, c'est le signe que la réception a été bonne des deux côtés, autant des autres éditeurs que des professeurs qui, eux, doivent valoriser ce livre-là. Là. Donc, ça a diminué mes craintes drastiquement, puis ça n'a pas été long avant qu'ils reçoivent le prix non plus. Puis ça a été réédité aussi là, parce qu'on a passé toutes les copies. Donc, ça aussi, c'est un bon signe avec le temps. Ouais. Vraiment une très bonne réception. Oui, En vraiment. 2016, tu as publié Quand le destin s'en mêle, qui est une romance, j'allais dire la seule romance hétéro que tu as publiée, mais récemment, tu as publié un ouvrage avec quelqu'un d'autre, mais Oui. coécriture. Est-ce que tu es un grand amateur de romance? C'est quoi tes Oui. choix Oui. préférés ou celles que tu aimes le moins en romance? Qu'est-ce que j'aime le plus? Ben, c'est sûr que j'aime ça quand il y a de l'humour. J'aime ça quand les personnages bougent aussi. Des fois, j'en lis des romances où est-ce que le personnage, je veux dire, il n'y a rien de mal à ça, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Le personnage, il reste toujours à la même place, il se promène pas vraiment. Puis bon, c'est une histoire d'amour avec, il rencontre quelqu'un dans un café autour de chez lui, puis dans un restaurant autour de chez lui, puis à son milieu de travail chez lui. On dirait que j'aime ça quand les gens se déplacent, ils sont déstabilisés, c'est pas juste déstabilisés parce qu'ils tombent en amour, par exemple, mais déstabilisés à cause du milieu, puis tout ça, ça favorise un peu comme l'ouverture. Fait que ça, moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment, mais aussi l'humour. Pas nécessairement l'absurde, même si on va en parler probablement sur le dernier ouvrage, mais l'absurde, l'humour, tous ces petits trucs-là, j'aime ça. J'aime les dialogues entre les personnages. Fait que ce soit ado ou adulte, finalement. Mais je suis un grand fan je suis un grand romantique dans l'âme, ou quétaine, comme on pourrait dire quelqu'un d'autre. J'assume, j'ai ma carte du club des quétaines, puis je la brandis haut et fort. Voilà. C'est bien parfait. En 2017, tu es sorti un petit peu de la fiction pour écrire Trans, qui est ton récit de vie, donc ton histoire. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile d'écrire sur soi? Plus difficile. Plus difficile parce que tu peux pas changer les choses. Tu peux pas dire, ah, ce personnage-là, il fait pas mon affaire, je vais l'évacuer. C'est une personne qui existait puis qui a eu un impact. C'est plus difficile. Ça a été long, puis la maison d'édition me l'a proposé plusieurs fois dans les années précédentes. Puis à chaque fois, je dis, ben là, j'ai 28 ans, j'ai 29 ans. Si vous voulez, je raconte sur ma vie.
il n'y a pas grand-chose. Puis pourtant, il me disait tout le temps, ben, t'as fait ça, 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 la transition, les enfants, ceci, cela. Ça a pris du temps avant que je me dise, OK, je suis prêt. Peut-être que consciemment, j'étais pas prêt justement avant à aller creuser là-dedans. Il fallait que je ramasse mes outils. Puis après, ben, j'ai décidé de remettre ça un peu en ordre. Ça a fait quand même du bien, mais c'était pas mal plus dur que je pensais. Pas mal plus dur que je pensais parce que tu peux bien essayer de rajouter un peu d'humour ici et là, mais il y a des moments que c'est pas humoristique du tout, là. Donc, tu peux pas courber un peu la réalité pour que ça fasse un peu plus son affaire ou que ça a l'air plus intéressant. Il y a beaucoup de ça aussi. J'étais comme, mais c'est pas intéressant. Donc, il manque quelque chose que j'aurais pu rajouter en fiction, mais là, je pouvais pas. C'était plus dur. Ça a pris beaucoup plus de temps aussi à écrire, vraiment. Oui. Est-ce que la réaction de ta famille, ça avait un impact aussi? Parce que tu sais qu'ils vont possiblement te lire. Oui, ben en fait, comme je disais tantôt, j'ai vécu juste avec ma maman, pas avec mon père. J'ai pas de frères et sœurs. Puis je mentionne pas particulièrement ma famille, un petit peu ici et là. Un peu quelques réactions de ma famille, mais ces personnes-là savent que leur réaction n'était pas tout à fait appropriée. Puis même avec le temps, ça n'a pas changé. Donc, il y a ça. Réaction de quelques amis, par exemple, parce que par la suite, il a fallu qu'on ait un peu des discussions. On disait, ben regarde, ça c'était mon point de vue quand j'avais 10, 12, 13, 14 ans. Puis ça n'a pas créé de friction en tant que tel, mais ça a créé des. J'avais pas vu ça comme ça m'a un peu bousculé que tu aies écrit ça. C'est sûr que là, maintenant, en tant qu'adulte, si on avait été ado, ça aurait fait une chicane. En tant qu'adulte, on a fait comme, eh ben, on va en jaser autour d'un café. C'est un peu ça qui s'est passé. La réaction était très bonne, parce qu'en plus, j'avais pas quelqu'un dans ma vie à ce moment-là non plus. Fait que c'était vraiment un peu égoïste, mais c'était moi, finalement. C'était ma vision des choses. C'est un peu ça une biographie, je suppose. Oui, c'est ça. C'est ton histoire. Ouais, c'est ça. En 2018, ça a été une grosse année. Tu es retourné dans la fiction, puis tu as écrit Adam et James. Donc, je ne sais pas, possiblement que tu es l'instigateur de ça, mais d'où est venue l'idée de créer une collection de livres avec des thématiques LGBTQIA2SP+? Ben, en fait, c'est parce qu'il y avait un manque. Toutes mes études, mes recherches, puis une bonne partie des récits que j'écris, c'est parce que je trouve qu'il y a des trous. Tu sais, la littérature jeunesse, elle va à droite, à gauche. On crée toutes sortes de trucs, des mondes imaginaires, mais il y a des choses qui se passent réalistes dans le réel, chez le voisin, puis tout ça, dans les écoles, où est-ce qu'on dirait qu'on n'en parle pas. Puis j'avoue que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, d'essayer de trouver ce petit trou d'ombre-là, puis voir si je pourrais pas mettre un personnage dedans pour mettre un peu de lumière. Je vais avec la grosse métaphore, mais c'est vraiment ça. Puis donc, cette collection-là, j'en ai parlé un peu aux éditions de Mortagne, on a discuté, puis là, on s'est dit, OK, on va faire ces romans-là. Là, ça a pris 3-4 ans à peu près à créer tout ça, puis à les mettre en ordre. Le premier qui a été écrit, c'est le dernier qui est paru, fait que c'est sûr que là, ça a pris beaucoup plus de temps. Fait que c'était un peu ça l'idée. L'objectif, c'était qu'il y ait d'autres auteurs, que je ne sois pas le seul de cette collection-là. Mais là, la problématique, c'est que ces auteurs-là peuvent aussi aller dans Tabou. Fait que là, pour le moment, la majorité des auteurs sont dans Tabou. S'il y a des extrapolations, mais ça va aller dans Kaleidoscope. Mais l'idée, c'est pas ma collection, c'est une collection. En espérant que dans le futur, il y ait d'autres auteurs et pas que moi. Oui, je pense que les gens aimeraient beaucoup que cette collection-là s'agrandisse, définitivement. Oui, c'est ça. Ben, c'est la petite sœur, la grande sœur, finalement, mais qui est arrivée après de Tabou. Des personnages qui sont juste un petit peu plus vieux, des fois des thématiques, peut-être un peu plus de sexualité, des choses comme ça. Mais les sujets, les thématiques, la construction, c'est très tabou. Fait que, très collection tabou. Donc, c'est sûr que pour le moment, il y en a une collection qui a le vent dans les voiles, pas mal plus. Fait que tant que ça va marcher, c'est là que ça va aller plus. Oui, je comprends. C'est lequel garçon de la collection qui te ressemble le plus et pourquoi? Celui qui me ressemble le moins, c'est probablement Adam, parce que j'ai toujours eu tout l'espace que je voulais dans la vie. Donc, j'ai pas de frères et sœurs. Proche en tout cas. Puis c'est une bonne question. Une bonne question, parce que James, il y a le côté d'essayer de comprendre qui on est avec
la pression de tu devrais ressembler à ceci, tu devrais ressembler à cela. Puis en même temps, tu as Antonin qui ne veut pas être rejeté non plus, puis qui a quand même des traumatismes dans le sens, tu sais, avec la transition, puis tout ça, c'est sûr qu'il y a des traumatismes en quelque part, à droite, à gauche, pas les mêmes. Je pourrais pas dire. Mais je sais qu'Antonin, c'est un récit que j'avais dans mes tiroirs depuis extrêmement longtemps. Fait que c'est vraiment celui qui a instigé l'idée de la collection Kaleidoscope. C'est lui qui a instigé l'idée des trois autres, des deux autres garçons et puis le prochain. En fait, trois autres garçons avec Sacha et le quatrième le prochain. Donc, je pense que je dirais Antonin, même si on s'entend que son parcours est pas mal plus dramatique là, que le mien. OK. En 2019, tu as aussi publié, toujours dans la collection Tabou, Le choix d'une vie, qui est quand même une thématique différente de ce qu'on connaissait, de ce que tu avais écrit avant. Donc, on parle d'une jeune fille qui tombe enceinte par accident à l'adolescence. Mm-hmm. D'où est venue l'inspiration de ce sujet ou le besoin d'écrire sur cette thématique-là? Le besoin, encore une fois, c'est parce que je trouve qu'il n'y en avait pas assez de romans où est-ce que l'adolescente va garder son bébé, puis que ça, des fois quand il y en a, c'est souvent extrêmement rose, puis des fois c'est extrêmement noir. Il manquait cette espèce d'entre-deux où est-ce qu'il y a des jours ça va, puis il y a des jours ça va pas du tout. Puis de l'autre côté, moi j'ai eu un enfant, j'avais 17 ans avant ma transition, donc c'est sûr que Jordan est un peu plus jeune. Elle a vécu des choses qui sont différentes, mais de l'autre côté, je trouvais ça important quand même de montrer qu'on peut faire des trucs, même s'il y a des matins qu'on se lève et qu'on se dit non, ma vie, j'aime pas ça. Il y a plein d'autres matins où est-ce que tu fais comme ouf, je suis capable, je vais passer au travers. Puis, mon fils a 20 ans aujourd'hui. Moi, j'ai fait un post-doctorat, donc il n'y a pas grand-chose qui peut t'empêcher d'avancer quand même. Je trouvais que c'est important d'avoir ce message-là aussi, puis d'avoir un personnage qui grandit. Le bébé grandit, mais le personnage grandit aussi, mûrit, évolue, puis tout ça. J'ai toujours trouvé que ça manquait un peu dans la littérature jeunesse, cette espèce de multidimension là, sur la grossesse. Inspiration personnelle, puis en même temps, ça aide d'avoir épluché toute la bibliothèque de ma ville pour voir qu'il n'y a pas ça. Okay. Je fais de l'archéologie, finalement, dès mon jeu. C'est ça que je vois. Apparemment. On a un petit peu abordé Antonin, qui a été publié aussi en 2019. Comme tu mentionnais, c'est quand même vraiment avec la plus grande charge émotive, je pense, de la collection Kaleidoscope. Comment on fait pour écrire des scènes difficiles? Est-ce que c'est aussi difficile les écrire que les lire? Antonin, le premier manuscrit, là, il y avait 110 000 mots, je pense. C'était beaucoup plus des détails, puis on dirait qu'on perdait un peu l'essentiel. Puis quand je l'ai retravaillé, justement, on est resté avec des boules d'émotions, des boules de trucs chargés ici et là. Puis quand je l'ai retravaillé, quand je l'ai relu après des révisions, puis tout ça, j'avais les larmes qui me montaient aux yeux parce que j'étais comme, OK, j'ai réussi quelque chose là. Parce que même si je sais exactement où est-ce que ça s'en va, je sens l'émotion, puis tout ça. C'est difficile, mais de l'autre côté, il me semble que ça vient avec une honnêteté aussi, une espèce de... Faut que tu laisses aller, faut pas t'essayer de construire quelque chose en disant « Ah, moi, je veux atteindre cet objectif-là. » Non, je veux que mon personnage se rende à peu près à tel endroit. Puis là, tu sors des émotions ici et là, puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis à un moment donné, quand ça marche, on dirait que tu le sens. Je sais même pas comment l'expliquer, là. C'est juste que des fois, je lis mes trucs, puis je suis comme non, ça marche pas. Je l'efface, puis je recommence sans réfléchir, puis à la fin, je le relis, puis je suis comme ah, j'avais pas vu venir ça, puis c'est souvent là que l'émotion est comme la meilleure. D'avoir des personnages qui font des bonnes choses et des mauvaises choses, d'avoir des personnages qui ont des qualités et des défauts en même temps, c'est là que quand ils vivent une émotion, tu la crois. Parce qu'il est capable de faire des niaiseries, il est capable d'être bête avec quelqu'un, c'est pas quelqu'un de parfait, même si tu veux avoir de la sympathie pour lui. Fait que quand il est triste, tu sais qu'il est triste pour vrai. Je pense que pour construire l'émotion du personnage, il faut que tu aies un personnage qui soit pas juste un petit dessin, une petite ligne de dessin. Il faut vraiment que tu puisses le tourner et dire OK, de ce côté-là, il y a l'air de ça, de ce côté-là, il y a l'air de ça, pour que l'émotion, finalement, ça marche. Sinon, on dirait que
t'entends, ah, il est triste, mais tu le crois pas vraiment parce que t'as pas l'impression que ce personnage-là a des émotions, une vraie vie, puis tout ça. T'as l'impression juste que c'est une description, qu'il y a les cheveux bruns, il y a ceci, ça. Fait que je pense que c'est ça qui est difficile. Puis d'un autre côté, faut pas que tu y penses. C'est vraiment paradoxal parce que c'est quelque chose de difficile à faire, mais c'est rare que quand quelque chose est difficile à faire, tu dis, ah, réfléchis pas, puis ça va se faire tout seul. Mais je pense que c'est vraiment comme ça que ça marche. Une espèce de magie d'écriture spéciale. Mm-hmm. Donc, de ce que je comprends, tu es plutôt intuitif dans ton écriture que oui, des vraiment. plans de 16-20 pages. TDAH ici, donc non, plan, puis j'ai un peu d'opposition aussi, fait que si je faisais un plan, je m'opposerais à mon propre plan. J'ai découvert très vite au primaire, début secondaire, quand il disait « Faites un plan ». Non. C'est même pas parce que tu me l'as dit, c'est si je le fais, je le suivrai même pas. Puis de l'autre côté, des fois j'écris, puis je me relis, puis je m'en rappelle pas. Même si je viens juste de l'écrire parce que j'écris vraiment vite, je fais du sous-titrage pour le malentendant à la télévision. Enfin, donc, un des critères de ce travail-là, c'est d'écrire vite, de taper vite. Et des fois, je tape. Je suis des idées, puis à la fin, je relis, puis je m'en rappelle pas. Je suis comme, oh, c'est bon, ça. Ah, non, ça marche pas. Puis, ah, cette joke-là, elle marche vraiment bien. Puis là, je la lis à haute voix, tu sais, à quelqu'un. Parce que je suis comme impressionné de la joke. Donc, tu sais, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est ça mon cerveau. Donc, c'est sûr que c'est vraiment intuitif. Puis d'un autre côté, j'essaye de ne pas bloquer des choses aussi, de me dire, ah ben, il faut absolument que ce soit ça, il faut absolument que ce soit ça. Souvent, j'explique ça comme un alphabet, où est-ce que j'ai des lettres, mais j'ai pas toutes les lettres. J'ai la A, je sais comment ça commence. J'ai la D, j'ai la, je sais pas moi, J. Mais de A, le B, le C, j'ai aucune idée c'est quoi. J'ai absolument aucune idée c'est quoi. Donc, des fois, je tape. J'ai une idée à peu près générale. Là, j'aimerais ça qu'il rencontre telle personne dans un des romans sur lequel je dois retravailler, justement. J'aimerais ça qu'il rencontre une espèce de mentor. Ça va être un personnage dans un café. Finalement, c'est un prêtre. Donc, OK. C'est arrivé comme ça. Il cherchait un endroit où rentrer. C'était une église, c'était ouvert, il était 8 heures le soir. Mais voilà. Tu sais, donc, l'idée générale est là, mais le chemin que le personnage a pris pour se rendre, je ne l'ai jamais vu venir. Je l'avais écrit dans un plan. J'ai l'impression que ça m'aurait bloqué. Il aurait fallu que j'y réfléchisse trop. Ça m'aurait pris plus de temps. Et encore là, comme je disais, ben, si on réfléchit trop, des fois, ça a l'air mécanique. Donc, j'essaie d'éviter ça. Des fois, je fais un plan, mais c'est un plan avec 8 lignes dedans, juste pour dire, il ne faut pas que j'oublie cette idée-là, ben, je trouvais ça bon. Puis des fois, ben, finalement, je trouve quelque chose de mieux. Fait que je m'écoute pas non plus. Fait que, comment demander à nos enfants de nous écouter quand on s'écoute pas soi-même, c'est un autre débat, mais c'est un peu ça. Ouais, c'est fascinant comme processus d'écriture quand même. Oui, ben, il y a beaucoup d'auteurs qui sont comme, ah oui, j'ai fait mon plan ce matin, puis je suis content, puis je suis comme, non, moi j'ai regardé ma page, puis il n'y a rien qui est venu, puis j'ai pas fait de plan non plus. Fait que c'est un peu ça. À chacun sa technique, tant que ça fonctionne. Vraiment, c'est ça. En 2021, tu as publié, tu as commencé ta série Puce à l'oreille, qui est une série jeunesse. C'est la première fois qu'on te voyait vraiment dans du jeunesse pure. Et aussi dans une série plus longue. Habituellement, tu fais surtout des livres, des stand-alone qu'on appelle, des livres uniques. Donc, c'est quoi les défis ou les avantages d'écrire du jeunesse et une série? Défi principal, c'est le changement de lectorat, complètement. De se dire, ben OK, c'est un plus petit récit, tu rentres moins dans la psychologie des personnages, il faut qu'il y ait un peu plus d'action, il faut que ça bouge un peu plus, comparativement à Tabou, où est-ce que c'est une thématique particulière, puis tu la construis, puis tu creuses, puis tu rebâtis des trucs. Tandis que là, c'était complètement différent. Puis depuis le début, c'était vraiment ça, moi, mon dada. Ce qui m'intéressait vraiment, c'est de comprendre les motivations des personnages, comprendre pourquoi, c'est quoi cette émotion-là, déconstruire un peu, bon, l'homosexualité, la grossesse, puis ça, toutes les nuances de tout ça. Alors que dans le jeunesse, plus jeunesse, disons que les nuances, ils prennent parfois un peu le bord. Au profit de plus d'action. Des fois, les personnages sont un peu plus stéréotypés, sans nécessairement que ce soit mal, c'est juste que pour quelqu'un qui a passé 10 ans et puis une maîtrise, un doctorat à déconstruire des stéréotypes, c'était comme un peu contre-intuitif. Donc, c'est certain que j'ai trouvé ça difficile.
Puis d'un autre côté, l'avantage de la série, c'est que justement, des choses que j'ai pas pu dire sur les personnages dans un, ben, je peux continuer, je peux rajouter des éléments de leur personnalité dans le deuxième, et puis des éléments de leur personnalité dans le troisième. Donc, ça, c'était intéressant de... Disons que le manque que j'ai ressenti un petit peu au premier, ben, j'ai pu comme, y travailler un petit peu dans le deuxième, dans le troisième. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que là, j'avais 5 personnages, alors que dans les autres, souvent, c'est un personnage principal, des fois 2, plusieurs personnages secondaires, mais là, j'avais 5 personnages qui étaient, entre guillemets, principaux, qui se partageaient un peu l'espace. Donc, c'était intéressant de pouvoir avoir différentes diversités aussi. Tous les personnages de Puce à l'oreille ont une diversité ou une autre diversité corporelle, diversité physique, diversité cognitive, diversité ethnique, culturelle. Donc, c'est subtil. C'est pas écrit comme cette personne a telle diversité, repérez-la dans le texte en 8 exemplaires. Mais c'est pas comme ça, c'est juste un petit peu plus subtil, mais je trouvais ça le fun de pouvoir comme mettre ça de l'avant pour les plus jeunes aussi, parce que c'est quelque chose qui manque. Ça a été un des commentaires principaux sur ces œuvres-là. Puis les illustrations, ça a été fait par Chloé Baillargeon. Puis sur la couverture, la première couverture, il y a Jeanne qui a un surpoids. Et puis ça a été un des commentaires les plus les récurrents sur cette couverture-là. C'est vraiment une belle couverture de la couleur. Puis tu sais, c'est le fun de voir un enfant qui ne rentre pas dans le moule habituel de ce qu'on voit tout sur les couvertures, d'avoir un enfant un petit peu plus enrobé. C'est tellement rare. Puis je n'avais pas réalisé à quel point c'était comme important avant que quelqu'un me le dise. Fait que finalement, même moi qui voulais mettre de la diversité, je n'avais pas réalisé à quel point finalement ça manquait. C'est nécessaire. Ouais, c'est ça. C'était nécessaire, puis ça manquait vraiment. Puis c'est des adultes qui m'ont dit ça aussi, fait que j'imagine même pas les enfants qui enfin se voient un peu représentés ici et là dans les personnages. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Est-ce que cette série-là, c'est toi qui t'es lancé un défi ou c'est une demande de la maison d'édition? Un petit peu des deux. Un petit peu des deux. Surtout mon idée principale, que j'étais comme, hey, j'aimerais ça faire des enquêtes, puis tout ça, mais il y en a vraiment beaucoup. Fait que, est-ce que vous avez un intérêt par rapport à ça? Comment est-ce que je pourrais construire ça, peut-être? Puis là, c'est là que le dialogue s'est engagé un peu plus. J'avais jamais travaillé avec Andorra avant. Boomerang et Andorra, c'est à peu près la même maison avant ça. Fait que c'est un peu des deux, savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, puis tout ça. Là. Il y a eu 3 tomes, puis c'est sûr que là, après cette série-là, ce triptyque-là, il est terminé. Mais la collaboration, elle est ouverte après là, pour faire d'autres trucs. En 2021, tu as aussi publié Sacha, qui est le dernier garçon pour l'instant de Kaléidoscope. Là, si j'ai bien compris, il y en a un autre qui s'en vient? Oh oui. Ouais, l'année prochaine, là, c'est mon prochain, je pointe mon autre ordinateur, c'est mon prochain projet de travail, de retravailler. Ça va s'appeler Logan, et de retravailler Logan. Excellent. Il y a des gens qui vont être contents. C'était une question que j'avais reçue de petits lecteurs sur Instagram. Oui, beaucoup de gens me le demandent, que je l'ai annoncé au Salon du Livre de Montréal, là, à quelques lecteurs, justement, qui étaient comme, vas-tu en avoir d'autres, vas-tu en avoir d'autres, tout le monde était content. Fait que, moi aussi, je suis content de voir que le lectorat est encore là, puis les gens passent de tabou à kaléidoscope, puis retournent à tabou. En 2021, toujours, il y a eu Noah Intersexe, le 57e tabou qui a été publié, où tu abordes la thématique de l'intersexualité. D'où est venue l'inspiration pour ce sujet-là? Pour la thématique en tant que telle, évidemment, c'était un trou d'ombre qui restait. L'acronyme, on le dit souvent, le LGBTQIA. Puis là, il y a d'autres lettres, mais le I est quand même assez présent. Puis pourtant, on en parle très, très peu. On n'a pas conscience qu'il y a autant de personnes rousses que de personnes intersexes dans le monde, par exemple, côté statistique. Là. On n'a pas conscience que ça veut dire qu'on en a croisé dans notre vie, qu'il y a des défis associés à ça. Il y a des lois qui changent associées à ça, puis tout ça en ce moment, depuis l'année passée. Donc, il y a comme quelque chose qui manquait par rapport à ça. Puis il y avait plusieurs
clichés, préjugés, peut-être pas autant que par rapport à l'homosexualité féminine, masculine, la transidentité, tout ça. Mais on dirait que je trouvais ça important d'avoir un personnage par rapport à ça. Puis il y avait aussi le défi de ça n'existe pas encore. Fait que mon mari disait que j'ai un gros ego, mais j'ai un ego aussi que j'aime ça être le premier à faire quelque chose. Donc, tu vois, c'est pas toujours mal placé, mais dans ce cas-ci, je suis comme, ben, il y en a pas, je vais le faire. Puis j'avais une fenêtre ouverte aussi avec les éditions de Martin, ils disent à peu près toujours oui. Quand c'est un projet qui a comme jamais été fait encore, qui sont pas trop sûrs, on n'est pas sûr de la réception puis tout ça, mais ils disent quand même toujours oui. Donc c'est sûr que quand tu as la structure, tu y vas. Là, la collection était parfaite pour ça. Mais l'inspiration du personnage en tant que tel, ben, ça a été inspiré un peu par tout le milieu où est-ce que moi j'évolue, tu sais, l'identité, la transidentité, puis tout ça. Il y a des liens importants à faire. J'ai des amis qui sont trans, qui ont découvert qu'ils étaient intersexes aussi, quand ils ont fait leur transition. Donc ça, c'est intéressant. Fait que j'ai eu une porte ouverte par rapport à ça aussi. Dans le Noah intersexe, il habite à Rosemont, Nouveau-Rosemont. Il fait du bénévolat dans un hôpital avec des personnes âgées, puis tout ça. Il traverse le parc Maisonneuve. Moi, j'habitais exactement là où est-ce qu'il habitait à ce moment-là. Fait que c'est comme, il refaisait des pas que je faisais au quotidien aussi. Fait que c'était intéressant côté inspiration. C'est comme la première fois qu'il était si proche physiquement, même si c'est un personnage fictif de ce que je faisais. Fait que ça aussi, ça lui a donné une dimension un peu plus réaliste, justement, où est-ce qu'il travaille, puis tatata. Donc, voilà. Super. En 2022, tu as publié un collectif de nouvelles, Sans tabou, qui est comme le deuxième. C'est différent, écrire des nouvelles qu'écrire un roman. Comment tu as trouvé l'expérience? Justement, tu parlais de vouloir aller dans le vif du sujet. Il faut que tu fasses ça rapidement. Oui, puis en plus, ces nouvelles, c'est sur le Coming In qui était mon projet de post-doctorat, en fait. Donc, j'ai interviewé des jeunes de la diversité sexuelle, puis je leur ai demandé plein de questions par rapport à l'entrée dans le placard. Moi, j'ai appelé ça, c'est une théorie que j'avais développée pendant mon doctorat, puis tout ça, donc je l'ai poussé. L'entrée dans le placard, on parle tout le temps de façon coming out, de sortir du placard, mais pour sortir de quelque part, il faut être entré. Pour sortir d'une maison, il faut que tu sois rentré. C'est aussi simple que ça. Fait que comment on entre dans le placard, comment on réalise sa différence et puis tout ça. C'était ça mon projet, là, voir un peu qu'est-ce qui se passe dans nos écoles aussi, pour ces jeunes-là. Je veux bien, moi, à 38 ans, dire, ben, il faut faire ceci. Mais je trouvais que ça me passait mieux quand ça venait de eux, justement, de ces gens-là qui le vivent maintenant. Puis par la suite, ben, j'avais créé ces nouvelles-là avec certaines conclusions que j'ai pu tirer. Ça ne vient pas de leur récit à ces personnes-là, mais des conclusions que beaucoup me disaient, mais dans une petite ville, il manque ceci, cela. Ben, créer un personnage. Moi, je pratique une religion, ma conjointe, ma collègue, ma première blonde pratique une religion, ça avait tel impact. Elle peut voir ça. Fait qu'en plus d'être une nouvelle où est-ce que c'est court, c'est sur l'entrée dans le placard. Fait que c'est même pas sur la sortie du placard. Fait que c'est comme une nouvelle qui est courte en elle-même, qui se termine rapidement, puis en plus, c'est une nouvelle qui est un peu assurée, dans ce sens où est-ce qu'on arrête une fois que la personne a comme réalisé sa différence, puis qu'elle l'a accepté, parce que le coming in, c'est vraiment ça, réaliser et accepter, puis après, on parle. Donc, c'était vraiment bizarre. J'avais toujours envie de rajouter quelque chose, de continuer, parce que j'ai l'impression de les laisser un peu en plan sur le côté de la route en disant « Hey, je suis pas rendu, j'ai pas fini. Continue, embarque-moi quelque chose. » Fait que c'était vraiment bizarre comme processus. Puis au début, il était supposé en avoir 6 nouvelles. Là, il y en a 5, on en a retiré une. Puis ça va être un tabou plus tard. Fait que, projet. Ça va être un tabou qui va sortir, je sais pas quand. Il n'est pas écrit encore, à part la petite nouvelle. Donc, voilà, c'en était une qui, on dirait qu'elle ne pouvait pas arrêter là. Il manquait trop de choses. Il aurait fallu... ça n'aurait pas été bon. Dans le processus de nouvelles, finalement, on se rend compte qu'il y en a qui passent l'examen, puis d'autres qui ne passent pas l'examen. Ouais, la maison d'édition m'a coaché beaucoup là-dessus, parce que je voulais rajouter. On m'a dit, ça suffit. Ceci est une nouvelle, Samuel, pas 8 romans collés ensemble. Oui, je comprends. Tu avais ton background en arrière de toi, là, tout ton passé d'écrivain. C'est drôle parce que c'est tous des personnages fictifs, mais tu as quand même l'impression de les décevoir un peu ou de ne pas finir leur histoire. Puis on dirait qu'ils ne méritent pas d'être là.
sur le banc de parc en se disant « Ouais, ma vie, c'est ça. » On dirait que t'es comme « OK, il faut que je t'accompagne pour vivre le reste, mais c'est pas comme ça que ça marche. » Mais il y en a qui ont commencé beaucoup à écrire des nouvelles. Puis ça, les premières choses qu'ils ont écrites, c'est des nouvelles. La première chose que j'ai écrite, c'est un roman de 300 pages dans mon cours de secondaire 3, tu sais, qui est absolument illisible. Là. Quand je lis ça, je suis comme « Mon Dieu, quelle horreur! » Imprimé en plus en papier. C'est ça, les bêtes. J'ai pas commencé avec des nouvelles, j'ai jamais commencé avec quelque chose de petit. Fait que c'était vraiment un drôle d'exercice. Formateur, mais assez pénible à bout, franchement. Des moments où est-ce que tu... Puis en 2022, encore une fois, tu as publié Les recettes de l'amour, qui est ta dernière publication, qui est une collaboration avec Isabelle Boisvert. Yes. Donc, ça aussi, c'est nouveau. Là, on a parti des nouvelles, qui étaient une nouvelle expérience. Puis là, écrire à 4 mains. Ouais. Et un public aussi un petit peu plus vieux. Ouais, adulte, ouais. Donc, comment tu as trouvé cette expérience-là? C'est un projet qui date. Ça a été long. On a sans nécessairement repoussé. On s'est dit, on va faire ça, puis on laissait un peu de côté, puis tout ça. Je veux dire, la première fois qu'on a parlé de ce projet-là, c'était à ma table de cuisine dans mon premier appartement avec mon mari, avant... Donc, on pouvait être face à face, là. Donc, avant le confinement, avant la pandémie, puis tout ça, là, ça date de 2019, je pense, ce projet-là. C'était l'idée d'Isabelle. En fait, on était dans un salon du livre. Isabelle a publié dans Tabou. Depuis ce temps-là, on a publié à peu près en même temps. On a signé en même temps dans le salon du livre. On est restés amis depuis ce temps-là. Elle a fait un discours à mon mariage. Donc, ça te donne une idée. Là, on est restés amis très proches, malgré la distance. Et puis, finalement, on était au salon du livre, puis on regardait, puis on avait entendu que le meilleur vendeur, c'était un livre de recettes. On trouvait ça un peu triste. On s'est dit, moi aussi, je vais en écrire un livre de recettes. Écoute, moi aussi, je vais être meilleur vendeur, je vais faire un livre de recettes. Puis là, ça a dégénéré parce que c'est Isabelle. Donc, Isabelle et moi, ensemble, ça fait des choses pas toujours saines d'esprit. Et donc, c'est un peu ce que ça a donné, ce projet-là. Ça a été très long. On s'est séparés un peu. Là, Isabelle a eu l'idée de Clémence, puis du côté absurde. Puis moi, j'étais plus dans le côté amoureux, puis tout ça. On s'est séparé un peu les personnages. Fait que des fois, on était comme, OK, c'est un chapitre de Clémence, fait que vas-y. Après, tu me le renverras. Après, on a fait un peu comme ça, plutôt que d'écrire chacun comme les mêmes chapitres ensemble, puis de les retravailler ensemble. On a surtout fait ça. T'écris ce chapitre-là, puis après, il va se passer tel truc avec papa. Fait que, on écrit ça. Puis après, on va les mettre ensemble, fait qu'on va continuer. Puis mon travail, c'était un peu de changer quelques trucs d'écriture qu'elle a fait pour que ça fitte mieux avec les miens et vice-versa. Là, changer quelques trucs pour que ça fitte bien avec les siens, des fois déplacer des bouts de paragraphes. Fait que ça n'a pas été aussi difficile que je pensais. On a tellement repoussé ça en se disant, mon Dieu, que c'est difficile, c'est un gros projet. Et puis, on a fait ça plus gros que c'était finalement. Ça n'a pas été si difficile, mais c'est certain que quand tu écris tout seul, comme je disais, il y a des lettres de l'alphabet, tu sais à peu près où est-ce que tu vas aller, mais l'alphabet d'Isabelle n'était probablement pas le mien que le mien, et le mien n'était pas le même que le sien. Des fois, tu recevais le chapitre, tu es comme, oh, c'est pas là, je vais aller. Pas en tout. Moi, je m'en allais à Brossard, mais là, je suis rendu à Rivière-du-Loup. J'ai bifurqué quelque part, je sais pas où. Donc, c'était un peu de, OK, on va refaire ça comme ça, ou OK, on va travailler là-dessus. Beaucoup de, es-tu correct si je fais ça? T'es sûr c'est correct? T'es sûr c'est correct? T'es sûr c'est correct? Des deux parts. Fait que ça prend du dialogue, mais bon. C'est comme Isabelle est très... ben oui, puis moi aussi, d'un côté, c'est comme, je n'aime pas lui, on peut te changer ça. Vas-y. On verra qu'est-ce que ça donne. À un moment donné, il faut lâcher prise aussi. C'était tellement absurde comme roman qu'il y a des choses que tu disais, ça fait pas de sens, mais c'était un peu ça l'objectif, que ça fasse pas vraiment de sens. Fait que je pense qu'on s'est sauvé beaucoup de troubles aussi avec ça, là. Avec la thématique même du récit. Est-ce que ça stimule la créativité d'être obligé de continuer sur quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit? T'sais, toi, tu l'aurais pas écrit comme ça, là? Non, tu sais, des fois, juste le personnage de Clémence qui est totalement déjanté, j'aurais jamais été capable de créer un personnage comme ça par moi-même. Puis par la suite, là, j'écrivais des trucs, puis Clémence était là, mais là, l'humour de Clémence venait tout seul. À la base, j'aurais jamais eu cette approche-là. Je dirais que l'inspiration n'aurait pas été là autant.
Fait que ça m'a forcé, oui, à réévaluer certaines choses que j'avais prévu d'écrire, par exemple, mais aussi ça m'a comme amené ailleurs dans l'écriture. Fait que moi, ça m'a fait grandir là-dedans. Et des fois, je m'en vais pour écrire une joke, puis je suis comme, ah, ça, c'est une Clémence. Ça, c'est une joke à la Clémence. Mais Clémence, c'était pas mon idée à la base. Puis, il y a des gens qui veulent une suite de ce livre-là, juste avec Clémence. Ils veulent l'histoire de Clémence. Fait que on voit que c'est un personnage secondaire qui, finalement, a comme accroché tout le monde. C'est super intéressant de voir ça aussi. Il va falloir se mettre au travail pour une suite, alors. Ouais, je sais pas. On verra. On verra. Il me restait 2 petites questions d'un petit lecteur, mais je pense que la première, on y a un petit peu répondu. Il voulait savoir c'est lequel le livre qui a été le plus difficile à écrire, qui a été le plus grand challenge. Ouais. Ben, c'est sûr que ça a été Trans. Il y en a d'autres qui ont été des challenges pour des manières totalement différentes. Par exemple, Quand le destin s'en mêle, c'était une fanfiction que j'avais publiée il y a de nombreuses années sur un forum pour un groupe de musique. Et donc, c'était plusieurs petits textes. Puis une fois que tu les mettais tous ensemble, c'était beaucoup trop gros, il y avait beaucoup trop de longueur. Une fanfiction, souvent, tu répètes certaines affaires, puis elle est en anglais. Donc, il fallait que je le traduise en français. Je ne te dis pas le nombre d'anglicismes qu'on m'a corrigé par la suite. Donc ça a été long et difficile et pas très intéressant à faire non plus parce que le texte était déjà fait. C'était vraiment juste de la traduction. C'était même pas du retravail. C'était de la traduction, puis après, le travail est venu. Fait que ça aussi, c'était un peu difficile. Il y en a d'autres aussi comme... Quand le destin s'en mêle, puis sinon... les recettes de l'amour aussi, vu que ça a été long avant que ça parte. On dirait que l'idée était tellement là depuis longtemps qu'au début, quand c'est parti vraiment, qu'on s'est mis à y travailler, je trouvais ça un peu plate parce qu'on avait déjà réfléchi à presque toutes les idées. Puis finalement, ça a bifurqué, puis là, on n'était plus à la même place. Fait que c'était comme du renouveau. Encore là, TDAH, on s'ennuie rapidement quand on sait à peu près où est-ce que ça s'en va. Fait que ces trois-là, j'ai trouvé ça le plus difficile au départ. Puis une fois que ça a été lancé, pour des raisons différentes. Puis, c'est quoi que tu aimes le plus dans ton métier? Plusieurs trucs du côté le plus adulte, là. Je peux faire ça n'importe où je veux, quand je veux. C'est même pas adulte, je dirais c'est plus enfantin, c'est un peu immature. Je fais ce que je veux, quand je veux, à l'endroit où est-ce que je veux. Ça peut être dans mon lit, sur le divan, des fois on écoute un film que je trouve plate, ben, je vais sortir mon ordi puis je vais taper en même temps, n'importe où. Ça, c'est intéressant. Puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de rencontrer les gens alors que je suis quelqu'un d'extrêmement introverti. Habituellement, là, je suis un peu ermite dans mon genre. Mais dans les salons du livre, j'aime ça voir que ça marche. J'aime ça voir que les gens aiment ça. Même si ça marche chez 3 personnes qui viennent me voir pendant 1 heure, c'est pas grave. Ça me rend heureux de voir que ça a fait quelque chose. Ça a touché. On écrit des livres pour les faire lire, oui, mais une fois qu'ils sont lancés dans l'univers, tu n'as aucune idée de qu'est-ce que ça donne. Faut que quelqu'un te le dise que ça marche, puis pas juste ta mère ou ton mari ou ton chum. Faut que quelqu'un te le dise, quelqu'un que tu connais pas, puis qu'il n'y a pas intérêt nécessairement à te rendre heureux. Genre. Il vient de dire, hey, ça a changé quelque chose, ou hey, j'ai vraiment aimé ça, je lisais pas avant, puis là, je lis vraiment beaucoup à cause de ça. Tout ça, c'est ça qui te donne un petit coup de pied dans le derrière, puis de l'inspiration aussi. Et tu vois des personnes qui marchent dans les salons du livre, tu dis, ah, j'aime sa chemise. Ben, il va avoir un personnage avec cette description-là. Tu sais, juste ça, ça te nourrit vraiment beaucoup. Fait que je pense que c'est les 2 aspects, là, pouvoir inventer des trucs qui n'existent pas encore. Tu sais. Puis, même si je fais beaucoup de réalisme et de ultra-réalisme et des histoires qui pourraient se passer chez le voisin, je ne sais pas si c'est vrai. Tu sais, fait que je ne sais pas si ça existe pour vrai, ce personnage-là, Antonin, Adam, puis tout ça. Fait que créer des affaires totalement nouvelles qui n'existent pas encore, puis que quelqu'un te donne le droit de le faire aussi. Donc, ça, c'est... Ouais, ces 3... Ouais, j'ai dit 2 aspects, mais finalement, ces 3 aspects-là, là, c'est vraiment... c'est ce qui fait que j'arrêterai pas d'écrire tant qu'on va vouloir me publier, je pense. Là, tu as parlé de futurs projets. Donc là, il y a Logan qui s'en vient possiblement dans la prochaine 2024, année. probablement. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'espoir pour 2023, mais 2024, probablement cette année, ça va être une année de terminer des projets qui sont lancés. Un chick-lit aussi. Un chick-lit, mais avec un personnage masculin homosexuel. Donc ça, c'est encore là, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Ça va être à peu près ça. Sinon, un autre tabou.
j'aimerais ça, j'ai envoyé quelques idées pour un album jeunesse sur une petite puce en chaise roulante. Donc, ça aussi, essayer de voir. J'essaie d'essayer d'autres trucs parce qu'à un moment donné, tabou, puis la littérature LGBT, à un moment donné, ça finit par... je trouve que ça commence à se répéter un petit peu. Il y a certains, j'ai de la misère à créer des personnages que je trouve, moi, originaux. Donc, peut-être que j'essaie de voir où est-ce que je peux aller pour toucher un peu la diversité ailleurs avant de peut-être revenir, trouver des meilleures idées. Parce que pour le moment, on dirait que je manque un peu d'inspiration. Si moi, je suis pas content, je suis pas satisfait, ben, j'écrirai pas quelque chose que j'aimerais pas. C'est un peu ça. Ben oui, je comprends. C'est l'idée, la générale. Donc, 2024 pour des nouvelles publications, c'est ça qu'il faut retenir. Ouais, il faut retenir, sinon ça va être vraiment une surprise en 2023, mais pour ne pas se faire de faux d'espoir, 2024, c'est certain qu'il y a quelque chose, quelques trucs, peut-être 2 ou 3 même. Excellent. Ben, merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de certains de ces livres-là. Puis ben, j'espère que les gens vont te rencontrer sur ma chaîne. Ton nom n'est pas inconnu, donc j'espère que ça va leur permettre de faire le pas et de découvrir tes œuvres. Fait que merci encore une fois beaucoup. Puis ben, en espérant se recroiser dans un salon du livre. Oui, merci beaucoup. Bye tout le monde. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.